Nous pouvons lire dans ce graphique le fait que la construction européenne, ça ne marche pas, et que plus on reste dans l'Union européenne, et plus nous allons dégringoler sur la hiérarchie des grandes puissances économiques mondiales. Mes chers compatriotes, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont donné des informations voici quelques jours sur l'évolution prévisible des PNB des principaux pays du monde au cours des années qui viennent. Et ceci est passé assez inaperçu dans la presse française, mais ce sont des données qui sont du plus haut intérêt, et notamment des analystes américains ont sorti un tableau, un graphique, qui permet de voir l'évolution sur un certain nombre de décennies du rang des puissances économiques mondiales. Sur le graphique que vous allez voir et qui est tiré justement de ces études faites outre-Atlantique, eh bien, vous voyez qu'il y a on a le classement des grandes puissances, 3 dates, en 1992, en 2008 et en 2024. Pour 2024, c'est évidemment prévisionnel, c'est ce qui est prévu pendant 4 ans. Et si l'on examine ça de près, qu'est-ce que l'on voit ? On s'aperçoit qu'en 1992 comme en 2008, la première puissance économique mondiale, c'était les États-Unis, en bleu sur le graphique, et qui tombe au 2e rang en 2024, derrière la Chine. On s'aperçoit que la Chine, qui était la dernière sur ce tableau en 1992, s'était hissée au 3e rang en 2008 et deviendra la première puissance économique mondiale en termes de PNB en 2024. Le Japon, qui était 2e en 1992 et en 2008, tombe au 4e rang en 2024. L'Inde, qui n'apparaissait nulle part parmi les 10 premières puissances en 1992 comme en 2008, se hausse d'un seul coup au 3e rang en 2024 en termes de PNB. Et puis alors, on voit également en vert sur ce graphique l'évolution des pays européens. Et si j'ose dire, ça se passe de commentaires. L'Allemagne dont on nous dit toujours que c'est l'exemple à suivre et que c'est une grande réussite, eh bien le PNB de l'Allemagne était le 3e du monde en 1992, est tombé à la 4e place en 2008 et tombera à la 7e place en 2024. La France qui était en 1992 la 4e puissance économique mondiale, est tombée en 2008 à la 6e place et sera reléguée à la 10e place en 2024. Et les perspectives sont peu réjouissantes puisque probablement après 2024, eh bien, la France ne sera même plus dans les 10 premières puissances économiques mondiales. C'est d'ailleurs le sort qui est arrivé à l'Italie, qui était 5e puissance économique mondiale en 1992 et qui était 7e en 2008 et qui n'est plus maintenant dans les 10 premières puissances économiques mondiales. Le Royaume-Uni, qui lui était à la 6e place en 92, qui était passé à la 5e place en 2008, tomberait à la 9e place en 2024, mais devant la France. Au passage, d'ailleurs, on voit que le Brexit n'entraînerait pas du tout la catastrophe qui a été annoncée. En tout cas, pas une catastrophe pire que la France, puisqu'il resterait devant la France. L'Espagne, qui était la 7e puissance économique mondiale en 92, la 10e en 2008, disparaît du tableau. Le Canada, qui était la 8e puissance économique mondiale en 92, disparaît du tableau dès 2008 et en 2024 n'y apparaît pas. En revanche, c'est le Brésil qui lui succède en 2008 et en 2024 à la 8e place. La Russie, qui était la 9e puissance économique mondiale en termes de PNB en 92 et en 2008, se hisse désormais à la 6e place en 2024, du moins en croire ses perspectives. Enfin, la Chine, j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien, se hisse de la 10e à la 1re place pendant cette période de temps. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire sur ce graphique qui doit être médité ? Il y a des évolutions qui ne sont pas honnêtement tout à fait anormales. Le fait, par exemple, que la Chine, avec 1,5 milliard d'habitants, et l'Inde, avec 1,350 milliard d'habitants, soit désormais parmi le trio de tête des PNB, n'est pas anormal. En PNB par habitant, ça reste encore des pays
qui sont à la traîne par rapport aux pays occidentaux. C'est vrai. Mais quand même, qu'est-ce que l'on voit ? 1992, c'est l'année du traité de Maastricht. C'est l'année à partir duquel, ça remontait en fait à l'acte unique de 86, mais fondamentalement c'est à partir de 1992 qu'il y a la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est-à-dire le feu vert généralisé donné par les traités européens, sous influence de l'OCDE, dont les médecines se sont appliquées aussi aux États-Unis, au Canada et au Japon, qui souffrent d'ailleurs comme les pays de l'Union européenne. Eh bien, cette politique de libre circulation des mouvements de capitaux a fait que, eh bien, ce qui était le facteur numéro 1 de production de richesse et de création du PNB dans les pays de l'OCDE a fui vers la Chine, vers l'Inde, vers le Brésil, ce qui explique la montée en puissance de ces puissances qui auparavant étaient des pays du tiers-monde, et ce qui explique la dégringolade des pays de l'OCDE, des pays occidentaux, sachant que l'on peut ajouter le Japon aux pays occidentaux. Mais ce qui est le plus frappant quand même sur ce graphique, c'est que les pays européens membres de l'Union européenne, eh bien c'est quand même la déroute. On s'aperçoit quand même que c'est vraiment une dégringolade extraordinairement rapide, tout spécialement pour la France, l'Espagne et l'Italie. Et je voudrais conclure là-dessus. Les partisans de la construction européenne nous expliquent toujours que sans la construction européenne, la France serait fichue, qu'on ne pourrait rien faire de ci, rien faire de ça. C'est le contraire qui est vrai. Les faits montrent exactement le contraire. Alors je connais la pirouette habituelle. La pirouette habituelle des idéologues, c'est de dire « Ah mais non, ça serait pire s'il n'y avait pas l'Europe. » Ah bon ? Et qu'est-ce qui l'assure ? À part le fait de l'idéologie. Qu'est-ce qui en assure la certitude ? Regardez le Japon, par exemple, qui n'a jamais que 110 millions d'habitants, qui n'est pas un monstre de 450 millions d'habitants. Eh bien, le Japon se porte pas très bien, mais reste quand même dans une place tout à fait en haut du panier. Ce que je veux donc dire ici, c'est que je connais la pirouette habituelle de ceux qui diront « Mais non, ça serait pire s'il n'y avait pas l'Europe ». L'autre pirouette habituelle consiste à dire « Ça n'est pas de la faute de l'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, il faut donc plus d'Europe ». Malheureusement, on a assisté à ça tout au long du XXe siècle. Lorsque les statistiques, les résultats montraient que les pays qui avaient adopté la construction du socialisme, eh bien, dégringolaient, leur économie ne marchait pas, que ça dégringolait, eh bien, nous avions les idéologues de la construction du socialisme qui nous expliquaient « ça n'est pas de la faute du socialisme, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme ». Et puis, au bout de 80 ans, ils ont dit « bon, bah, ça c'est terminé ». 74 ans après la Révolution d'octobre, en 1917, 74 ans après, eh bien, c'était donc 1991, c'était donc l'effondrement de l'URSS. Voilà où nous en sommes. Nous pouvons lire dans ce graphique le fait que la construction européenne, ça ne marche pas, et que plus on reste dans l'Union européenne, et plus nous allons dégringoler sur la hiérarchie des grandes puissances économiques mondiales. Vive la République et vive la France.